Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous présenter les diarrhées infectieuses. Le plan de cours, on va commencer par les généralités, définition, physiopathologie, les situations d'urgence, les critères d'hospitalisation, clinique, les diagnostics différentiels, les étiologies, les examens paracliniques et le traitement. Donc pour les généralités, les diarrhées, c'est quoi la diarrhée? C'est l'élimination d'une quantité anormale de sel et de l'eau supérieure à 300 grammes par jour. Donc la majorité des diarrhées aiguës d'évolution aiguë, c'est-à-dire inférieure à 2 semaines, sont d'origine infectieuse, pas comme les diarrhées chroniques qui se font d'origine non infectieuse. La grande majorité des diarrhées sont spontanément résolutives et ne nécessitant qu'un traitement symptomatique. Le but est de rechercher les signes de gravité et identifier les rares diarrhées qui nécessitent des examens complémentaires plus antibiothérapie. Donc, il faut rechercher les signes de gravité et identifier les diarrhées rares qui nécessitent les examens complémentaires et l'antibiotique. Parce qu'on ne fait pas devant toute diarrhée, on fait des examens complémentaires tels que la coproculture. Non, il y a des indications bien précises. Donc, on a 4 situations d'urgence sont les déshydratation aiguë, sepsis grave, syndrome pseudo-occlusive et diarrhée fébrile au retour d'un pays d'endémie palustre. Donc, on note que la contre-indication formale du loperamide, c'est un ralentisseur du transit dans les diarrhées fébriles et ou sanguinolentes et ou l'âge de 30 mois. Donc, avant l'âge de 30 mois. Donc, on a 3 contre-indications de l'opéramide. Diarrhée fébrile, diarrhée sanguinolente et l'âge inférieur à 30 mois. Donc, la réalisation du coproculture aussi est indiquée en cas de diarrhée fébrile et immunodépression, les signes de gravité et retour du tropique. Donc, toute diarrhée survient pendant ou dans les 2 mois suivant un traitement antibiotique doit faire rechercher les toxines de Clostridium difficile. Donc, diarrhée post-antibiotique, on recherche le toxine de Clostridium difficile. Donc, aussi, le traitement repose toujours sur la réhydratation et sur l'antibiothérapie. Donc, l'antibiothérapie est indiquée surtout pour diarrhée fébrile et ou diarrhée cholériforme grave. La prévention de la transmission croisée repose sur les mesures d'hygiène, notamment sur le lavage des mains. Donc, on passe les définitions. Donc, diarrhée, c'est l'élimination d'une quantité anormale de sel et de l'eau supérieure à 300 grammes par jour. Donc, selon l'évolution de la diarrhée, on distingue 3 types. Diarrhée aiguë, c'est-à-dire d'évolution inférieure à 2 semaines. Diarrhée prolongée entre 2 à 4 semaines d'évolution. Diarrhée chronique, c'est-à-dire évolution supérieure à 4 semaines. On passe à la physiopathologie, donc les mécanismes de la diarrhée. Pour les étiologies infectieuses, bien sûr, on a 2 grands mécanismes sont décrits selon les facteurs de virulence de l'agent infectieux. Donc, on a 2 mécanismes, soit sécrétoires, soit enturo-invasifs. Donc, pour les mécanismes sécrétoires, on a le tableau coliréforme. Ici, c'est la toxine qui est responsable de la diarrhée. La toxine peut être préformée ou bien sécrétée lors de la fixation sur l'épithélium. Donc, la toxine peut être préformée dans l'aliment avant son ingestion, c'est-à-dire c'est le cas de toxi-infection à Staphylococcus aureus, ou bien le toxine sécrété par l'agent infectieux une fois celui-ci fixé à la surface de l'épithélium digestif. Dans ce tableau colériforme, il n'y a pas ni invasion ni destruction de l'épithélium digestif. C'est-à-dire on n'a pas le tableau de diarrhée sanguinolente, c'est diarrhée liquidienne. Donc la toxine entraîne une sécrétion active des électrolytes et de l'eau par les cellules épithéliales de l'intestin grêle. Les agents, ici, le mécanisme se fait au niveau de l'intestin grêle. La toxine entraîne la sécrétion de l'eau et de l'électrolyte.
Donc, les agents infectieux qui sont responsables de ce mécanisme sont souvent des virus, comme le rotavirus et le norovirus, et aussi des bactéries telles que Escherichia coli entérotoxinogène, responsable du Turista, les diarrhées chez les voyageurs, aussi Staphylococcus aureus responsable de TIAC, et Vibrio choléra dans le contexte de catastrophe sanitaire. On passe au mécanisme entéro-invasif. Dans ce mécanisme, on a deux tableaux, soit tableau de syndrome dysentérique, bactérie type Shigella, soit tableau de syndrome gastro-entérique, bactérie type Salmonella ou Yersinia. Donc pour le tableau de syndrome dysentérique, ici on a les bactéries envahissant les cellules épithéliales et s'y multipliant jusqu'à leur destruction. Donc ici on a les distractions des cellules épithéliales et aussi la réaction inflammatoire loco-régionale est très intense avec la présence de sang et de glaire et du pus dans les selles. Généralement, on note la présence de la fièvre et les lésions siègent au niveau du côlon. Pour le tableau de gastro-entérite, les bactéries type Salmonella Yersinia, ici les bactéries traversant les entérocytes et la muqueuse sans les détruire et pénétrant dans les tissus lymphoïdes sous-muqueux et mésentériques où elles se multiplient au sein du macrophage et donnant une réaction inflammatoire avec atteinte siège généralement cette fois-ci dans l'intestin grêle. La fièvre est très fréquente, il existe risque de diffusion bactériémique parce qu'on a le passage dans les lymphocytes puis la bactériémie, notamment chez les immunodéprimés et des drépanocytaires. Maintenant, on passe à les situations d'urgence. On a 4 situations d'urgence. Déshydratation. La déshydratation se fait si on a un sujet à risque, comme les nourrissons, les personnes âgées, dépendantes ou bien polymédiques. Donc la déshydratation est d'autant plus rapide ou plus grave si on a un diarrhée et intense et aussi avec des vomissements empêchant la réhydratation orale. Deuxième situation, c'est le sepsis grave. Donc, les critères de sepsis grave, voire le choc septique, le terrain, c'est l'immunodéprimé, drépanocytaire, neutropénie, les sujets âgés. Pour le syndrome pseudo-occlusif, donc le tableau d'occlusion du côlon sans obstacle d'origine végétative. Dans le contexte, il peut dérouler. On a 3 étiologies de ce syndrome pseudo-occlusif. Premièrement, soit colite grave dû à Salmonella sp, Shigella sp et surtout Clostridium difficile, ou bien dû à l'hypocalémie, ou bien dû à la prise des inhibiteurs de la motricité intestinale. C'est la contre-indication de l'opéramide. C'est pour ça on ne donne pas l'opéramide dans les diarrhées fébriles ou bien les diarrhées sanguinolentes ou bien l'âge inférieur à 30 mois parce qu'il y a le risque de colite, la colite pseudo-occlusive ou bien le syndrome pseudo-occlusif. Donc c'est ça ces 3 étiologies, soit prise de l'opéramide, soit colite, soit hypocalémie. Donc le tableau impose l'élimination de l'urgence bien sûr chirurgicale par scanner abdominal si possible, injecter, rechercher les péritonéis sur perforation ou occlusion. Et dernière situation, si la diarrhée fébrile au retour d'un pays d'endémie palustre, on doit rechercher systématiquement le paludisme par frottis sanguin et goutte épaisse et n'oubliez pas la typhoïde par l'hémoculture et la coproculture. Donc, les critères d'hospitalisation, bien sûr, qui n'existent pas en Algérie parce que chez nous, l'hospitalisation est gratuitement. Donc, les critères d'hospitalisation, c'est l'âge inférieur de 3 mois, décompensation d'une comorbidité, vomissement rendant la réhydratation impossible, la déshydratation supérieure à 8% du poids, collapsie, signe de sepsis grave, trouble de la vigilance, diarrhée fébrile au retour d'un pays d'endémie palustre, isolement au milieu social défavorable et la colictasie. On passe à la clinique. Dans la clinique, on a
trois syndromes comme on a déjà détaillé dans la physiopathologie. Donc, on a le syndrome coliforme par mécanisme sécrétoire, le syndrome dysentérique par mécanisme invasif et le syndrome gastro-entérique. Donc, pour syndrome cholériforme, la diarrhée aqueuse, profuse odorie, les signes de déshydratation fréquentes sur un terrain comme le nourrisson et les sujets âgés, pas de fièvre sauf si on a déshydratation intracellulaire, les vomissements et douleurs abdominales inconstants. Pour le syndrome dysentérique, les selles nombreuses, apicales, glaireuses, sanguinolentes et parfois mucopurulentes. On a trois signes très importants. Un triade qu'on trouve dans le syndrome dysentérique, c'est les douleurs abdominales, les empreintes et l'éthynisme. Pour les douleurs abdominales diffuses ou coliques en cadre, pour les empreintes sont douleurs abdominales s'accompagnant d'une contraction douloureuse et répétitive de la partie terminale du côlon et du rectum avec des forts besoins. Pour l'éthynisme anal, c'est une sensation de tension douloureuse dans la région anale avec des forts besoins. Donc la fièvre le plus souvent présente, sauf en cas d'amébiase colique. Pour le syndrome gastro-entéritique, on a diarrhée banale, aspécifique, douleur abdominale diffuse, du vomissement, plus de mois de fièvre. Pour le diagnostic différentiel, pour donc les étiologies infectieuses, c'est-à-dire virales, bactériennes, parasitaires, représentant la grande majorité des diarrhées aiguës, contrairement aux diarrhées prolongées et chroniques, sont le plus souvent non infectieuses. Donc les parasitoses sont la cause infectieuse majoritaire en cas de diarrhée plus de 14 jours, notamment au retour d'un voyage ou chez un immunodéprimé, ainsi que de nombreuses autres causes non infectieuses. Donc, pour les causes non infectieuses, on peut citer les causes fonctionnelles comme les colopathie fonctionnelle ou bien le syndrome du côlon irritable. On a aussi les causes médicamenteuses, n'importe quel médicament peut donner des effets de diarrhée. Les MICI, soit maladie de Crohn, soit l'RCH, syndrome de malabsorption, maladie cœliaque, les causes tumorales aussi cancer du côlon, etc. Les causes endocriniennes, surtout l'hyperthyroïdie et diabète. Pardon. Maintenant, je vais citer les principaux étiologies. Pour le syndrome coliforme, les principaux étiologies sont les virus, les norovirus, adénovirus et rotavirus. On trouve la notion de virus beaucoup plus, c'est une épidémie dans une collectivité avec fièvre modérée, d'évolution brève et bénigne, parfois sans traitement. TIAC qui donne le syndrome coliforme, c'est Staphylococcus aureus, Bacillus cereus et Clostridium perfringens. Si on a notion de voyage, on recherche beaucoup plus les virus, crypto, coli, turista, etc. Pour le mécanisme entéro-invasif, donc beaucoup plus c'est la shigellose et Salmonella mineur, Campylobacter, Yersinia sp, au coli entéropathogène. Dans le contexte de TIAC, salmonellose mineure, shigellose, Campylobacter jejuni, au coli entéro-hémorragique et entéro-agrégative. Pour les colis entéro-hémorragiques ont des caractéristiques. Ils sont capables de sécréter une toxine Shiga-like qui entraîne une diarrhée hémorragique avec le CHU chez les enfants. Si on a notion de voyage, on recherche l'amébiase colique et aussi si on a la notion de prise des antibiotiques, c'est la diarrhée post-antibiotique, on recherche le Clostridium difficile. Maintenant, les examens complémentaires. Donc, on a les examens des selles. Pour les examens des selles, on recherche les bactéries par les coprocultures, on recherche les virus, on recherche les parasites et on recherche les toxines. Si on a fièvre, on fait des hémocultures. On n'oublie pas le bilan de retentissement, c'est la recherche de déshydratation et de sepsis grave pour bien rechercher, bien stadifier le malade et bien indiquer les situations d'urgence. Et l'examen endoscopie pour rechercher
la pseudomembrane de colite d'un Clostridium difficile. C'est ça l'indication. Pour la coproculture, elle est réalisée avant l'antibiothérapie. Les indications sont claires. Diarrhée aiguë fébrile, tiaque fébrile, retour tropical, signe de gravité, immunodéprimé. C'est ça les indications. La recherche de virus par des méthodes un peu particulières comme l'immunochromatographie. Rechercher aussi les parasites. La recherche de parasites à réaliser à 3 reprises, surtout si on a la notion de 6 jours en zone d'endémie. Recherche de Giardia, Lamibia, etc. La recherche de toxines aussi de Clostridium difficile. Il confirmait le caractère de toxinogène par PCR ou bien la détection de toxines. On a déjà dit que hémocultite c'est fièvre, bilan de retentissement, l'endoscopie, on a suspicion de colite à pseudomembrane de Clostridium difficile avec la réalisation de biopsie. Donc pour le traitement, la règle générale, c'est devant diarrhée sécrétoire, on donne un traitement non, on ne donne pas le traitement. Dans le diarrhée sécrétoire, on donne seulement la réhydratation. Dans le diarrhée invasive, on donne la réhydratation plus l'antibiothérapie. Donc les principes de traitement, c'est corriger la déshydratation, réduire l'intensité de la diarrhée et l'antibiothérapie. Donc la correction de la déshydratation, c'est par la réhydratation par voie orale le plus souvent possible, apport hydrique associé à glucose et des électrolytes, c'est les SRO. On passe à la réhydratation par voie intraveineuse si on a des hydratations plus à 8% du poids, des vomissements importants, signe de gravité. Deuxièmement, réduire l'intensité de la diarrhée. On donne les antisécrétoires. On ne donne pas les ralentisseurs de transit, type l'opéramide, c'est contre-indiqué, mais on donne les antisécrétoires. Pour l'antibiotique, les indications donnent, c'est le mécanisme invasif, notamment si un terrain à risque, âge extrême, déficit immunitaire, drépanocytose, etc. Donc, pour le traitement, on commence par un traitement probabiliste, toujours. Si on a un diarrhée cholériforme, dans le diarrhée cholériforme, on a 2 formes, soit modérée, soit grave. Si la forme modérée, on donne traitement symptomatique et on réévalue le malade après 48 heures. Si inefficace, on donne antibiotique, fluoroquinolone ou bien l'azithromycine. Si la forme grave, on donne d'emblée la fluoroquinolone pendant 3 à 5 jours ou bien l'azithromycine un seul jour, plus bien sûr un traitement symptomatique. Si on a un diarrhée dysentérique, on donne fluoroquinolone 3 à 5 jours ou bien l'azithromycine un seul jour. Et n'oubliez pas, les antipéristaltiques sont contre-indiqués. L'opéramide est contre-indiqué si on a un diarrhée dysentérique. Donc, faites attention, lorsqu'on donne un traitement symptomatique, on donne les antisécrétoires. Maintenant, l'antibiotique en fonction de l'agent pathogène. Donc, pour Salmonella et Shigella, on donne la fluoroquinolone ou bien C3G pendant 3 à 5 jours. L'alternative, c'est la cotrimoxazole ou bien l'azithromycine. Campylobacter, on donne l'azithromycine pendant 1 jour. L'alternative, c'est la fluoroquinolone. Yersinia enterocolytica, on donne fluoroquinolone pendant 7 jours cette fois-ci. L'alternative, c'est la doxycycline ou bien la cotrimoxazole. Pour Clostridium difficile, on donne la metronidazole paros si on a forme légère, d'accord, pendant 10 jours. L'alternative, ou bien si on a forme grave, on donne la vancomycine paros, d'accord, ou bien la fidaxomycidine. Vibrio choléra, on donne la doxycycline pendant 1 jour. L'alternative, c'est la fluoroquinolone. N'oubliez pas l'hygiène des mains. C'est l'hospitalisation, c'est la précaution complémentaire d'hygiène type contact, c'est le PCC. Et merci.